Philippe Mérieux sur nos histoires est un long compagnon de route parce que il m'est arrivé à plusieurs reprises de le solliciter pour des manifestations telles que celle-ci. Et chaque fois, on a été très heureux du propos qu'il pouvait tenir, nous restituer. Philippe Mérieux est un pédagogue, je crois qu'il n'y a pas tellement à le présenter ici. Il a été aussi vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la formation professionnelle, je ne me trompe pas. Et à ce titre-là, il a expérimenté ce que pouvait être un budget de la région consacré à la formation professionnelle et le porter vers la prison, les prisons de la région, ce qui est complètement fini aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un tour de vis, peut-être pas complet, mais un tour de vis sérieux donné à la formation professionnelle en prison. Voilà. Je crois que on dira peut-être juste un petit mot après. Si tel ou tel d'entre vous avait envie de dire un petit mot, bien évidemment, il sera le bienvenu. Et juste, on avait demandé à Philippe d'être attentif à l'ensemble du déroulé. Il ne pouvait être pas partout tout le temps. Il y a plusieurs choses qui se passaient simultanément, mais de restituer des choses qu'il avait pu entendre, un état d'esprit et ce qui l'intéressait dans notre démarche. Philippe, à toi. Merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce petit moment de restitution convivial, le plus convivial possible. Alors comme vient de le dire Bernard, évidemment, restituer la richesse de ces 3 journées est impossible. En une demi-heure, c'est impossible d'abord parce qu'il était radicalement impossible d'assister à tout. Il a fallu faire des choix entre les expositions, les conférences, les ateliers, les contacts aussi avec les uns et les autres, parce que je trouve que ces contacts étaient riches et que, au-delà de ce qui était officiel, il y a eu énormément de rencontres et que ces rencontres sont aussi une des grandes richesses de ces journées. Alors vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là, que Jean-Marie Delarue, lors des discours d'ouverture de ces rencontres, les a placés sous le signe d'un paradoxe, en disant qu'au fond, nous nous réunissions autour de la question de l'enfermement. Il a souligné le fait que l'enfermement était là, dans l'immense majorité des cas, pour nous séparer, pour nous isoler les uns des autres, et que ces rencontres autour de l'enfermement nous réunissaient ensemble, et que ce rassemblement était porteur d'espoir. Alors, je vais prendre ce paradoxe un peu comme guide de cette restitution, parce qu'il m'a semblé que ce qui se travaillait dans les discours, dans les expositions, dans les performances, était souvent paradoxal. Et que c'est au cœur de ces paradoxes que la réflexion, la pensée, l'intelligence naît et que nous commençons à réfléchir ensemble. Donc c'est autour de 6 paradoxes ou de 6 tensions, si vous préférez, que je vais organiser ce petit propos un peu synthétique, mais surtout bien modeste. Alors une première tension d'abord, qui a été soulignée d'entrée de jeu, c'est la tension entre, au fond, ce que nous venions de vivre, toutes et tous, et ce sur quoi nous avons débattu, parlé, échangé. Pour beaucoup d'entre vous, pour moi, pour beaucoup d'autres, cette manifestation en présentiel, comme on dit, était la première depuis un certain temps. Nous ne nous étions pas vus, nous ne nous étions pas rassemblés depuis un certain temps, et nous avions vécu ces confinements, semi-confinements successifs qui nous avaient quand même beaucoup isolés les uns des autres. Alors ces confinements, et je l'ai entendu dire ici ou là par les uns et par les autres, nous ont fait prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas sans rapport avec l'enfermement dans la prison. En discutant ici ou là ou dans les ateliers, a émergé l'idée qu'au cours de ces confinements, nous avions découvert à quel point l'enfermement était générateur d'inégalités. On est enfermé avec ce d'où on vient, avec la richesse que l'on porte, ou bien avec le peu d'expérience auquel on a eu la chance d'accéder, avec une trajectoire qui a été marquée par des accidents. Et effectivement, ça a été important de découvrir cela, et c'est important de le penser au regard de ceux et celles qui sont détenus. Ils sont fondamentalement inégaux parce qu'ils
ils sont détenus avec ce qu'ils étaient, avec ce qu'ils ont, avec leur trajectoire, et que dès lors que l'enfermement est là, dès lors que la détention les marque, eh bien, ils sont réduits souvent à ne devenir que ce qu'ils ont été. Et ça, c'est un enfermement peut-être terrible, et sans doute plus terrible encore pour certains que pour d'autres. Et puis, dans ces confinements, nous avions découvert, cela a été dit par beaucoup, à quel point c'était pénible de se trouver dans l'obligation d'obéir à des injonctions arbitraires. Et l'idée d'injonction arbitraire est revenue très souvent aussi pour définir l'univers carcéral, l'univers des hôpitaux psychiatriques également. Et de fait, c'est vrai, nous avons découvert qu'avoir une vie régie par des injonctions que l'on ne comprend pas toujours, qui nous sont imposées parfois d'une manière un peu étonnante, eh bien, cela ne fait pas simplement que limiter notre liberté. Cela nous donne le sentiment de ne plus être acteur, mais d'être agi. Et puis, ça a été beaucoup souligné, ces confinements nous ont donné le sentiment de devoir abandonner ce que j'appelle le mycélium des socialités minuscules. Le mycélium des socialités minuscules, c'est qui était très bien décrit hier matin dans un atelier quand quelqu'un disait « Oui, pendant les confinements, j'avais même plus ce regard des gens que je croisais dans le bus. J'avais même plus ces rencontres étonnantes, minuscules, mais qui font le quotidien de ma vie, ces petites socialités qui ne sont pas des grands débats, on ne va pas parler de philosophie, mais ces socialités minuscules, ça fait un quotidien et ça fait la richesse d'un quotidien, et nous nous en nourrissons de ces socialités minuscules. Et oui, et il faut penser que précisément, ceux et celles qui sont enfermés sont privés pour une très large part de ces socialités minuscules. On a dit aussi que ce confinement avait affecté notre santé mentale, et il ne faut jamais oublier que cette question de la santé mentale est fondamentale dans les univers carcéraux et psychiatriques. Et puis, j'ai été attentif à ceux et celles qui me disaient on ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait pas faire de trajet. Et moi, je suis très attentif à l'idée du trajet. Alors, en tant que pédagogue, parce que je sais à quel point, pour les gamins, sortir de chez soi pour aller à l'école, c'est un déplacement physique qui est aussi un déplacement psychique. On sort de chez soi au deux sens du terme. On sort de chez soi de sa maison, mais on sort de chez soi, on sort de ses préjugés, on sort de son environnement personnel, on va vers d'autres choses. Et ce déplacement physique est une des conditions peut-être de notre déplacement intellectuel, mental, psychologique. Et vous imaginez ce que ça peut être de ne pas sortir de chez soi. Moi-même, j'ai dû à certains moments enfiler des vidéoconférences sur des vidéoconférences sans jamais avoir à me déplacer. Et sans me déplacer, j'avais le sentiment d'être assigné à résidence, pas simplement dans mon domicile, mais dans moi-même, de ne pas être en mesure d'aller vers les autres. Et là, je me suis dit, et nous nous sommes dit entre nous, mais quelle privation que de ne pas pouvoir faire ce trajet qui va vers les autres. Et là aussi, ça nous renvoie à une dimension forte de la détention et des détenus. Mais il ne faudrait pas pour autant imaginer que ce que nous avons vécu, et j'étais sensible à ce qu'ont dit là-dessus les collègues de Prison Insider, c'était l'équivalent d'une détention et d'un enfermement. Nous avons vécu des confinements, mais c'était des confinements conjoncturels. Ce qui fait la détention dans l'hôpital psychiatrique, ce qui fait la détention dans la prison, c'est qu'il s'agit d'une sorte de naturalisation du confinement. Ça n'est plus la conjoncture, ça devient la nature. Un détenu n'est plus confiné par conjoncture, mais il est confiné par nature. Il devient et il est réduit d'une certaine manière à son enfermement, ce qui est terrible. Et donc, ce que nous avons vécu, c'est à la fois quelque chose qui nous fait signe de ce que peut être la difficulté d'un enfermement, mais qui nous signale aussi que la détention a un caractère de radicalité dans l'isolement qu'il est nécessaire que nous comprenions et dont il est important que nous prenions conscience. Deuxième tension qui m'a frappé, et ces journées ont été, me semble-t-il, l'occasion d'éprouver cette tension en permanence. Je l'ai ressenti dès la première conférence que j'ai trouvée superbe d'Olivier Razac ici sur l'histoire du barbelé. Je l'ai ressenti parce que j'ai ressenti simultanément
le plaisir du concept et la souffrance de la chair. Alors, je pense que c'est important de ressentir les deux. Le plaisir du concept, parce que moi j'ai découvert, comme vous tous, que le barbelé, c'était pas simplement un objet parmi d'autres, ça avait une histoire compliquée, que ça venait de la manière dont on a colonisé les prairies américaines, ensuite la guerre de 14-18, ensuite les camps, que le barbelé c'était le mur qui devenait évanescent et qui préparait des formes d'enfermement où la surveillance devenait omniprésente, etc. Donc j'ai été intellectuellement séduit par cet exposé sur le barbelé. Et en même temps, à certains moments, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule quand Olivier Razac nous a parlé de ce fil de fer qui déchire la chair. Qui déchire la chair. Et je me suis dit, il nous faut tout à la fois, et c'est le grand mérite de ces journées, avoir des outils intellectuels pour comprendre et en même temps ressentir. Ressentir ces choses-là. Et c'est pour ça que j'étais si heureux, si content d'avoir aussi la possibilité d'assister à des performances artistiques, de voir des expositions qui ne se situent pas nécessairement sur le plan de l'élaboration conceptuelle, formelle, mais qui nous donnent la possibilité pratiquement de ressentir dans notre chair cette douleur, cette souffrance que représente le barbelé. Bien sûr, on est déchiré dans sa chair, et rien que ça, déchiré dans sa chair, vous vous le dites, vous avez la chair de poule, il y a quelque chose qui vous fait frémir. Et on a besoin de sentir cela, au risque sinon de nous perdre dans des beaux échafaudages intellectuels qui sont sympathiques, mais sans ressentir profondément, avec l'émotion que ça comporte, ce que c'est que la souffrance des humains. Et moi, j'ai été content que cette souffrance, elle nous soit présentée dans des échafaudages intellectuels solides, mais aussi qu'elle nous soit présentée à travers des œuvres, à travers des expériences, et que nous ne soyons pas dans la seule intelligibilité conceptuelle, mais aussi dans le vécu de la souffrance des individus qui sont soumis à ces traitements que nous avons voulu et que nous voulons abolir. Donc des rencontres sous le double signe du concept et de la chair. Et j'aimerais en tout cas pour moi, ne jamais oublier qu'il faut rester sous le double signe du concept et de la chair, c'est-à-dire de l'intelligence et de la compréhension, mais aussi de la sensibilité et de la proximité, de l'empathie, comme on l'a dit à plusieurs reprises, avec ceux qui souffrent, quoi, et ceux qui sont dans des situations difficiles. Alors la troisième tension, je l'ai beaucoup découverte à l'occasion du remarquable exposé d'Arnaud Théval à Bordeaux avant-hier après-midi, autour de son expérience photographique en prison, tant avec les surveillants qu'avec les détenus. Je l'ai découverte aussi à travers les paroles rapportées dans le journal que Muriel nous a produit tous les jours, à travers les parloirs auxquels je n'ai pas pu assister, mais dont j'ai entendu parler par beaucoup d'entre vous, à travers les témoignages bruts. Je suis allé aussi voir certains de ces témoignages bruts sur le site de Prison Insider, où c'est très clair, très fort, très violent. On a là des singularités dans la souffrance, des singularités irréductibles. Mais ce que j'ai aimé dans le travail et dans la présentation d'Arnaud Théval, c'est que ces singularités irréductibles sont aussi irréductibles à toute forme d'essentialisation, d'enfermement essentialisant. Aucun manichéisme dans l'exposé d'Arnaud. Les détenus ne sont pas tous des chic types et les surveillants ne sont pas tous les salauds du système. Voilà. Il faut l'entendre, ça aussi, il faut le savoir. Certes, il y a des stéréotypes et quasiment un éternel retour des stéréotypes. Arnaud disait, les détenus, ils gueulent surveillant enculé quand les surveillants passent. Bon, bah ouais, les stéréotypes sont là, ils durent, ils s'incrustent. Mais ce que nous disait Arnaud aussi, c'est qu'il faut lutter contre ces stéréotypes et contre toutes les formes d'essentialisation. J'ai été touché par le travail artistique qu'il a fait avec les surveillants, et puis l'exigence dont il nous a dit qu'elle avait émané des surveillants eux-mêmes. Ne pas être réduit à notre surveillance.
les surveillants ne veulent pas être réduits à leur surveillance. Et les détenus ne veulent pas être réduits à leurs actes, aussi terribles soient-ils. Ne jamais réduire un individu à ses origines, bien sûr, ni à sa fonction, ni à son statut, ni à son passé, ni à ses actes aussi graves soient-ils. C'est bien pour ça qu'il était urgent, que c'était essentiel de supprimer la peine de mort. Parce qu'un individu n'est jamais réductible à ses actes. Il déborde toujours de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'on dit qu'il est. Il est toujours ailleurs, au-delà. Un sujet, c'est ce qui ne s'enferme pas. Voilà. Et faire le pari que le surveillant n'est pas enfermé dans la surveillance, que le détenu n'est pas enfermé dans ses actes, qu'ils peuvent être autre chose, qu'ils peuvent déborder de ce qu'ils sont, qu'ils peuvent ne pas être essentialisés. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable. Refuser de réduire les personnes à une partie d'elles-mêmes. Refuser de réduire les personnes à un regard, à un stéréotype, à une image, à une fonction. C'est tellement important et ça m'est apparu tellement fort à travers de nombreuses manifestations ici que je crois que c'est une des leçons, en tout cas, que pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Donc, entendre les singularités, mais ne pas réduire les sujets à leur singularité. Ne pas réduire les sujets à ce qu'on voudrait nous dire d'eux. Et ne pas nous réduire non plus nous-mêmes à une partie de nous-mêmes. Ne pas nous réduire à nos symptômes, par exemple. Et ne pas réduire celui qui est enfermé dans l'hôpital psychiatrique à ses symptômes. Bien sûr que ces symptômes font partie de lui, mais il n'est pas que ces symptômes. Et nous devons faire le pari qu'il est autre chose et qu'il peut déborder de ces symptômes. Voilà pour la troisième tension. Je vais aller vite, ne vous inquiétez pas. La quatrième, je l'ai vécue très fortement hier et ce matin où je n'ai pas pu assister parce que je préparais un petit peu mon propos, je crois qu'elle a été reprise. Je l'ai vécue fortement hier à l'occasion de la conférence de Roxana. Puis ensuite, j'ai eu la chance d'assister au débat qui a eu lieu à la radio, où Roxana a participé avec d'autres. Et au fond, c'est une tension qui a traversé, mais qui traverse le travail de Bernard et qui traverse notre travail à toutes et tous depuis longtemps. C'est une tension entre le désir, la volonté nécessaire de faire en sorte que le sort des détenus, tant sur le plan matériel, psychologique et culturel, soit amélioré autant que possible. Voilà. Et ce travail que Bernard a engagé de longue lutte, qui nous a réunis à plusieurs reprises dans ces 30 dernières années, il n'est pas fini. Il faut le poursuivre. Aucun être humain, quoi qu'il ait commis, on ne peut atteindre à sa dignité quand il est incarcéré. C'est essentiel, c'est fondamental. Mais en même temps, j'ai entendu hier, et vous l'avez entendu comme moi, oui, mais à force d'améliorer les conditions des détenus, vous allez nous faire croire qu'il y a une prison idéale. Et s'il y a une prison idéale, ma foi, on ne se posera plus la question de l'enfermement. Et on enfermera à tour de bras, et d'autant plus que la prison sera idéale. Alors je caricature un peu, mais quand même, je l'ai un peu entendu ça. Et je comprends qu'on puisse dire ça. Je comprends qu'on puisse, comme Roxana, dire « ouais, on peut imaginer une justice sans prison ». Et non seulement je le comprends, mais je pense que c'est bien de pouvoir l'imaginer, une justice sans prison, parce que ça nous fait penser, parce que ça nous fait inventer. Vous savez, c'est un peu pareil, moi je me suis beaucoup occupé des gamins et tout. Quand on dit à des éducateurs qu'il ne faut pas punir, ça les oblige à inventer d'autres choses que la punition, pour faire fonctionner un groupe. Donc c'est heuristique, c'est fécond, ça aide à inventer, ça aide à créer. Et en même temps, au nom du fait que ça aide à créer, je pense que ça ne doit pas délégitimer le combat pour l'amélioration des conditions ici et maintenant, tout de suite. Autrement dit, cette tension entre une forme de travail au quotidien, de travail obstiné, d'obstination pour améliorer les conditions de détention des humains, il n'est pas forcément contradictoire avec l'utopie d'une justice sans peine et sans prison, peut-être moins comme une sorte
d'État qui pourrait nous arriver demain, là, mais comme un outil d'inventivité, un outil de réflexion, un outil pour chercher. Parce qu'au fond, j'ai bien écouté Roxana hier et discuté avec beaucoup d'entre vous, on a bien des trucs en alternative à la prison, mais on a encore beaucoup à trouver et à chercher dans ce domaine. Probablement que les alternatives à la prison ne peuvent pas se réduire à la prison avec sursis, par exemple. Bon, ne peuvent pas se réduire. Et donc, il faut chercher. Alors, bien sûr, on a évoqué, je trouve que c'est formidable, la justice restaurative ou réparatrice. Et je trouve que c'est super. Mais là encore, on sait bien qu'il faut travailler là-dessus pour que ça fonctionne. Que c'est pas facile, hein, la justice restaurative. C'est pas facile à mettre en place, qu'il faut des protocoles compliqués. Et donc, il faut avancer autour de ça. Donc voilà, marcher sur deux pieds, à la fois travailler au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie, et puis en même temps, bien sûr, en même temps qu'on aménage aujourd'hui, parce que les humains aujourd'hui ont besoin qu'on prenne soin d'eux, en même temps qu'on aménage aujourd'hui, on invente demain. Et inventer demain, c'est long, c'est compliqué. Hein. Inventer demain, il n'y a pas de chemin. Alors j'ai été très heureux hier d'assister dans le temple à l'évocation de la retirada de cette grande immigration espagnole. 500 000 émigrés espagnols après la chute de la Catalogne qui arrivent à la frontière française, la plus grande vague migratoire auquel la France a jamais eu affaire, y compris jusqu'à nos jours, 500 000 non préparés avec un gouvernement qui a beaucoup plus d'enjeux sécuritaires d'ailleurs qu'humanitaires. Et là, on nous a évoqué bien sûr magnifiquement la figure d'Antonio Machado, mort à Argelès ou à Collioure, et enterré d'ailleurs, je crois, au petit cimetière, je crois que c'est Collioure. Et Machado, bien sûr, c'est caminando no hay camino, se hace el camino en caminando. Il n'y a pas de chemin, on fait le chemin en marchant, oui. Et en matière de prison, il n'y a pas de chemin pour supprimer la prison. Il faut que nous le fassions, que nous l'inventions, que nous le construisions, et ce sera compliqué, long et difficile. Il n'y a pas de miracle. Le chemin n'est pas déjà fait. La solution n'est pas déjà dans le problème. Voilà, quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on est élève de cours préparatoires ou de cours moyens, qu'on vous pose un problème de mathématiques, il y a quelqu'un qui connaît la solution. Mais la solution à comment faire pour une justice sans prison, eh bien la solution, elle n'existe pas avant qu'on pose le problème. Il faut la créer, il faut l'inventer, il faut la chercher. Et il ne faut pas se laisser à cette facilité qui consisterait à dire, comme elle n'existe pas, elle n'est pas possible. Il faut dire, comme elle n'existe pas, il faut la chercher. Voilà. Et pour autant, il ne faut pas lâcher aujourd'hui, tout de suite là, sur la manière de mieux entourer et de mieux prendre soin des humains incarcérés. Alors, une cinquième tension, mais je vais aller beaucoup plus vite, c'est celle que j'ai entendue un peu moins, mais quand même, entre comment construire cet avenir d'un système pénitentiaire plus rigoureux au sens éthique du terme, éthique et politique. Alors j'ai entendu, bien sûr, et c'est le combat de Bernard et de bien d'autres, qu'il faut la pression de militants, des actions d'éclat, et aussi des érosions progressives. Et on a entendu à cet égard Jean-Marie Delarue nous expliquer comment, sur la question d'Internet, par exemple, eh bien, c'était un combat très long, très difficile, très compliqué. Il faut tout cela, bien sûr. Il faut des groupes de pression. Mais, et je l'ai entendu aussi, et ça me paraît important, il faut aussi sans doute sortir parfois, ou se dégager parfois, de la lutte des groupes de pression pour penser un peu ce que pourrait être un service public pénitentiaire. Alors bien sûr, il est de fait service public pénitentiaire. Il est de fait, et heureusement, impossible de penser que ça pourrait être autrement. Quoique la multiplication des vigiles tous azimuts peut nous laisser penser qu'on pourrait aboutir aussi à des prisons privées, d'une certaine manière, même si les PPP ne sont pas des prisons privées, elles sont partiellement privées. Mais la nécessité de refonder un service pénitentiaire public qui soit capable de sortir du dilemme dans lequel nous sommes enfermés entre punition, protection, inclusion. Comment faire pour punir
sans pour autant stigmatiser et faire souffrir, protéger la société et inclure. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué et je repensais à cette phrase de 1793 que je trouve très belle, très importante et qui est un bel horizon philosophique et politique. Quand il est écrit dans une ébauche de constitution qui ne sera jamais publiée, c'est la faute qui exclut, c'est la sanction qui intègre. Je trouve que ça, c'est une belle perspective. C'est la faute qui exclut, c'est la sanction qui intègre. La faute exclut parce que celui qui commet un acte répréhensible s'exclut d'un collectif humain solidaire. Et la sanction, pensons-la comme la réintégration. Or, très souvent, et pour connaître un petit peu ce qui se passe chez les jeunes, chez les adolescents, c'est l'inverse qui se passe. Hein. C'est la faute qui intègre et c'est la sanction qui exclut. Hein. On fait la faute pour s'intégrer, hein. S'intégrer, devenir un... Voilà, on s'intègre dans un groupe, dans un collectif, dans un machin, on s'intègre, hein, pour avoir une identité. Hein. La faute donne une identité. La transgression donne une identité, et quand vous avez ça, ben on vous exclut. Eh bien, renverser cette idée en se disant, c'est la faute qui exclut, et c'est la sanction qui intègre, et penser cela et en faire un principe, au-delà de ce qui est écrit dans ce projet de constitution de 93, ça serait peut-être quelque chose qui serait un bel objet de travail. Et puis j'en viens à la sixième tension, et j'ai terminé, ne vous inquiétez pas. J'ai commencé en évoquant Jean-Marie Delarue, je vais terminer en évoquant à nouveau Jean-Marie Delarue, et c'est bien le moins qu'on puisse faire, puisqu'il était le président d'honneur de cette manifestation, et est resté très longtemps un personnage fondamental sur ces questions-là. Il y a dans la conférence, dans le dialogue que Jean-Marie Delarue a eu un soir avec Olivier de Saint-Pierre, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est sur la sécurité. Jean-Marie Delarue a rappelé, au fond, cette espèce de lieu commun dont il a dit qu'il était aujourd'hui partagé par la droite et par la gauche. La première des libertés, c'est la sécurité, ou la sécurité, c'est la première des libertés. Il a dit deux choses qui m'ont beaucoup frappé. Il a dit, la sécurité, ce n'est pas une liberté, c'est un besoin fondamental de l'humain. Et il a dit, la sécurité n'a pas de fin, et si on entre par la sécurité, on n'en sort pas. Alors ces deux choses-là m'ont beaucoup intéressé. Oui, je crois que la sécurité, ce n'est pas une liberté, c'est un besoin fondamental. Moi, en matière éducative, je parle pour le développement des enfants de la nécessité d'un espace hors menace. Parce que si l'espace n'est pas hors menace, ben je ne me sens pas capable de faire les choses. Et puis je me sens menacé dans mon intégrité psychologique et physique. Si on peut m'humilier, si je peux me blesser, il faut que l'espace soit hors menace. Et donc je crois qu'il a raison de dire cela et que penser l'État comme garantissant ce besoin fondamental d'espace hors menace, ce serait une manière de repenser un petit peu autrement que par la sécurité. Et puis Jean-Marie Delarue a dit « la sécurité n'a pas de fin ». Et là, je pense qu'il a parfaitement raison. La sécurité n'a pas de fin. Entrer par le sécuritarisme, c'est-à-dire par l'idée que la clé des politiques publiques, c'est d'assurer la sécurité, ça n'a pas de fin. Parce que le terme de la sécurité, c'est l'utopie négative. Le terme de la sécurité, c'est l'utopie noire. La sécurité maximale, c'est le meilleur des mondes. Alors oui, là, on est en sécurité. On est en sécurité, chacun a sa place. On est en sécurité, la sécurité est garantie. Elle est absolue. La sécurité, c'est le contrôle. Piloter les politiques publiques par la sécurité, c'est l'idéologie qui va vers le plus noir des utopies que l'on puisse imaginer. Ah oui, ça peut être beau, une société pilotée par la sécurité. Oui, chacun est à sa place, chacun joue son rôle. Relisez l'utopie de Thomas More, hein. Il y a la sécurité maximale, là, mais attention, hein, c'est une sécurité maximale qu'on paye au prix fort. Hein. On ne devient que ce que l'on est, là. Hein. On est fils de ceci, on devient ce que l'on est. Il n'y a pas de mixité sociale, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de phénomène, il n'y a rien. On est assigné à être, on est enfermé complètement dans un être, dans une catégorie, dans une case, et puis ça tourne. Hein, ce sont ces grands systèmes utopiques qui sont des
des espèces d'horloges qui tournent admirablement bien parce qu'aucun humain, à aucun moment, ne peut faire dérailler la mécanique. Oui, le comble de la sécurité, c'est ça. Alors on peut avoir cette idée des utopies, on peut avoir l'idée d'une utopie négative comme ça, d'une utopie que Lévi-Strauss appelait les utopies horlogères. Oui, tout le monde est à sa place, tout tourne, tout fonctionne, voilà. Puis il n'y a jamais de déviation. Hein. Mais on peut aussi avoir d'autres utopies. On peut par exemple se dire que plutôt que de piloter nos sociétés par le seul paradigme sécuritaire, celui des utopies noires, on pourrait le piloter par exemple par l'idée que l'éducation, la formation, la prévention, le soin sont les outils majeurs du développement des humains. Alors ça ne veut pas dire que la question de la sécurité disparaît. Ça veut dire que c'est autre chose qui est le principe moteur avec lequel nous travaillons. Au fond, il y a deux entrées pour piloter les politiques publiques. Il y a l'entrée strictement sécuritaire et il y a l'entrée éducative. Il y a l'entrée par le soin, par l'éducation, la prévention, la formation, par la confiance dans les sujets. Il y a l'entrée par le fait de circonvenir les personnes et il y a l'entrée par le fait d'offrir aux personnes des moyens de se développer, de s'enrichir. Alors je crois que dans toute démocratie, et là je ne suis pas naïf, ces deux paradigmes coexistent. Et peut-être, je n'en sais rien, une hypothèse, peut-être faut-il que les deux paradigmes coexistent et que les débats démocratiques fassent s'opposer le paradigme sécuritaire et le paradigme que j'appelle au sens très large, éducatif, formatif, ce paradigme de confiance dans les sujets qui n'enferme personne et n'essentialise quiconque. Mais il me semble que ce qui serait dangereux pour une démocratie, c'est que le paradigme sécuritaire devienne hégémonique et qu'il prenne le pouvoir. Parce que là, nous aboutirions à ce que Deleuze avait appelé déjà une société du contrôle. Hein? La société du contrôle garantit la sécurité, ça c'est clair. Mais je crois qu'on a besoin, nous, d'affirmer que face à cela, nous devons être des veilleurs pour dire que la société se développe parce qu'on fait confiance aux personnes, qu'on ouvre des portes, qu'on leur propose des hypothèses, qu'on leur propose des solutions. Bernard faisait allusion tout à l'heure à l'époque où j'étais vice-président de la région, chargé de la formation tout au long de la vie, donc de ce qu'on appelait avant mon arrivée à la région, alors écoutez bien, hein, les publics résiduels. Les publics résiduels, c'était quoi? C'était ceux dont la formation n'était confiée ni au patronat, puisqu'ils étaient chômeurs ou demandeurs d'emploi ou n'avaient jamais travaillé, ni à l'État. Donc la région était chargée de la formation des publics résiduels. C'était dans la loi. Hein? Les publics résiduels. Donc on s'occupait des publics résiduels. Et c'est compliqué, les publics résiduels, d'abord parce qu'on ne les connaît pas bien, ils sont dans la nature, et puis ils sont invisibles souvent, hein. La misère est invisible. Dans notre société, la misère, quand elle égore, les journaux en font leur titre, mais quand elle est grise, personne ne la voit. Hein? La misère gore, vous êtes sûr de la voir au JT, la misère grise, vous êtes sûr de ne jamais la voir au JT. Et cette misère grise, elle est violente, elle est profonde, elle affecte les gens dans leur identité même. Ne pas avoir d'emploi, ne pas avoir de place, c'est terrible. Et alors, comme je suis un vieux de la vieille, à mes services, je disais souvent, ils me disaient, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et je leur disais, allez. Et je m'amusais en disant, on va reprendre la chanson de Richard Anthony. Alors, aucun d'entre vous n'est assez vieux comme moi pour se souvenir de Richard Anthony. Hein. C'est vraiment un autre monde. Hein. Mais néanmoins, Richard Anthony chantait une chanson qui s'intitulait « Donne-moi ma chance encore ». Et moi, je leur disais, écoutez, imaginez-vous que toutes les personnes que vous voyez, que vous avez, elles vous disent, mais elles ne sont pas capables de vous le dire, mais vous imaginez, vous pensez qu'elles vous le disent du plus profond d'elles-mêmes, « Donne-moi ma chance encore ». Alors, ils me disaient, mais oui, mais on leur a déjà donné. Ben oui, mais il faut redonner. Ben voilà. Il faut redonner, mais on leur a donné 2-3 fois. Ben oui,
faut redonner encore une fois, quoi. Parce qu'on ne sait jamais si on a donné la bonne, quoi. Donne-moi ma chance encore. Alors peut-être que je ne fais pas de Richard Anthony le plus grand poète du XXe siècle, hein, loin de moi cette idée, mais néanmoins cette formule est juste. Alors je vais conclure, bien sûr, parce que j'ai dépassé mon temps, pas de beaucoup quand même, hein. Dépassé sur une image qui m'est venue tout au long de ces journées. Machado disait, je l'ai rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de chemin, on fait de chemin en marchant, et sur le pénitentiaire, comme sur l'hôpital psychiatrique, comme sous toutes les formes d'enfermement, on fait le chemin. Mais s'il n'y a pas de chemin, y a-t-il au moins une attitude, quelque chose? Et alors là, j'ai pensé à quelqu'un qui, sur la question de l'enfermement, est un de ceux qui a écrit les choses les plus fortes. Primo Levi. Primo Levi, dont vous savez qu'il a été interné à Auschwitz, qu'il a raconté ce qu'il avait vécu dans ce texte superbe, Si c'est un homme, dans la trêve qui se déroule entre la libération par les Russes et le rapatriement en Italie, texte absolument sublime. Et à un moment, dans la trêve, Primo Levi dit « De quoi avons-nous besoin, nous autres qui avons été réduits à rien ?» Et là, et c'est très étonnant, parce que ça casse tout manichéisme, tout essentialisme, toute naturalisation. Il repense à un gardien. Et il dit, ce gardien-là m'a apporté quelque chose. Il repense à un enfant, il repense à un vieillard. Et il se dit, ces humains-là étaient forts et doux. Et parce qu'ils étaient forts et doux, contre eux viennent s'émousser les forces de la nuit. Alors moi, je nous souhaite cela, c'est d'être toujours à la fois fort et doux. Moi, c'est une des choses que je trouve admirable chez Bernard, c'est qu'il est à la fois fort et doux. Je le dis pour rendre hommage à son travail, et parce que je suis très heureux d'être ici à ses côtés aujourd'hui. Il est fort et doux. Il n'est pas violent, il est fort. Il est fort dans ses convictions, mais il est doux aussi dans sa capacité à entendre l'autre et à l'accueillir. Soyons donc des humains forts et doux contre qui viennent s'émousser les forces de la nuit. Parce que, mes amis, les forces de la nuit ne sont pas totalement parties. Elles ne sont pas parties en 1945, les forces de la nuit. Les forces de la nuit sont encore là, ici, tapies dans l'obscurité, ou parfois, de temps en temps, sur certains écrans de télévision. Les forces de la nuit sont là. Alors soyons forts et doux, pour que viennent s'émousser les forces de la nuit. Et retrouvons-nous l'an prochain pour la prochaine édition de Concertina, pour nous renforcer encore dans notre force et notre douceur collective, pour lutter contre tout ce qui affecte l'humain, tout ce qui détruit l'humain, tout ce que nous ne pouvons pas supporter, parce que cela nous rabaisse et nous renvoie aux pires horreurs que notre monde a vécues. Voilà. Merci à toutes et à tous, et puis bon appétit. Hein, et puis je rends la parole à Bernard.